Bienvenue. Ceci est le module sur les règles fondamentales du stage d'arbitrage de niveau 1. Cette vidéo est une introduction importante aux règles pour les nouveaux officiels. Bien qu'elle ait été conçue pour les nouveaux officiels, vous pouvez également regarder cette vidéo en tant qu'entraîneur ou joueur pour votre développement professionnel. Nous vous souhaitons la bienvenue. Cette vidéo est conçue pour vous enseigner les règles de base, fondamentales, de la ringuette. Mais vous devez savoir que ce module décrit les règles de base aussi simplement que possible. Il existe souvent des exceptions ou des nuances au-delà de ce qui est présenté ici. Une compréhension complète des règles de la ringuette viendra au fur et à mesure que vous évoluerez dans le parcours de certification. Mais vous pouvez accélérer votre développement en lisant le livre des règlements, en posant des questions à des partenaires et à des superviseurs plus expérimentés, et en participant à des séances de perfectionnement professionnel comme les webinaires offerts par Ringuette Canada. Commençons par les principes de base de la ringuette. Chaque équipe peut avoir un maximum de 18 joueurs. Une équipe doit être en mesure d'avoir sur la glace un minimum de 7 joueurs pour commencer la partie. En aucun temps pendant une partie, une équipe ne peut faire jouer plus de 6 joueurs à la fois. Une fois la partie commencée, elle doit être en mesure de faire jouer un minimum de 4 joueurs, sinon elle perd la partie par forfait. Selon le nombre de joueurs qui sont pénalisés en même temps, il est possible qu'une équipe ait 4 joueurs ou plus mais ne soit pas en mesure de les faire jouer tous les 4. La composition normale de l'équipe sur la glace est de 5 patineurs et un gardien de but. Dans chaque zone d'extrémité, il y a une zone restreinte délimitée par la ligne de jeu libre et les bandes derrière le filet. Dans la plupart des cas, seuls 3 patineurs par équipe peuvent jouer dans cette zone restreinte. Des lignes bleues séparent la zone défensive, la zone neutre et la zone offensive. Les joueurs doivent passer l'anneau pour traverser chaque ligne bleue, c'est-à-dire que le dernier joueur qui a touché l'anneau avant que celui-ci ne franchisse une ligne bleue ne peut pas toucher ou contrôler l'anneau avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Une passe qui traverse les 2 lignes bleues n'est pas autorisée. Une équipe ne peut pas faire une passe de sa zone défensive à sa zone offensive. L'anneau doit être touché ou contrôlé dans la zone neutre avant d'entrer dans la zone offensive. Les lignes bleues sont neutres. Un anneau qui se trouve sur la ligne bleue ou qui la touche peut être joué par n'importe quel joueur sur la glace, même par le joueur qui l'a placé là. Si le joueur qui a placé l'anneau sur la ligne bleue le joue, il doit s'assurer de ne pas toucher ou contrôler l'anneau alors que celui-ci est entré dans la zone suivante et qu'il ne touche plus à la ligne. L'enceinte de but est interdite à tout joueur autre que le gardien de but. Seul le gardien de but peut toucher ou contrôler un anneau qui se trouve dans l'enceinte du but ou qui entre en contact avec elle. Ceci n'est pas totalement vrai. Le terme toucher est important dans certains cas. Par contre, tout au long d'une partie de ringuette, la décision d'arrêter le jeu est prise en fonction du contrôle de l'anneau et non fait de lui toucher. Pendant le jeu, le contrôle de l'anneau passe d'un joueur à l'autre et d'une équipe à l'autre, en fonction de celui qui a l'anneau dans son bâton ou de celui qui le passe d'une manière ou d'une autre. Le jeu est immédiatement arrêté si l'équipe qui contrôle l'anneau commet une infraction. Si l'équipe qui n'a pas le contrôle de l'anneau commet une infraction, nous attendrons qu'elle obtienne le contrôle de l'anneau pour arrêter le jeu, et ce, seulement si l'infraction existe toujours ou si un décompte de 5 secondes est en cours. Il s'agissait là des principes de base. Nous allons maintenant entrer dans les détails. Nous commencerons par définir les lignes, les zones et les aires sur la surface de jeu. Ceci est la toile vierge qu'est la patinoire. Chaque partie commence par une mise au jeu pour l'équipe visiteuse. Pour avoir une mise au jeu, nous devons donc avoir des cercles de mise au jeu. Il y a 5 cercles de mise au jeu sur la patinoire, un dans la zone neutre et 2 dans chaque zone d'extrémité. Lorsque vous placez l'anneau, vous devez toujours le placer dans le cercle le plus proche de l'endroit où vous avez arrêté le jeu. Pour que le jeu puisse progresser, il faut des zones. Nous les délimitons à l'aide des lignes bleues.
À la ringuette, on doit faire une passe à un autre joueur pour traverser chaque ligne bleue. Lorsque le jeu entre la zone à accès restreint, il devient encore plus limité. Les lignes de jeu libre délimitent les zones à accès restreint. Seuls certains joueurs sont autorisés à jouer dans ces zones. Finalement, pour pouvoir compter des buts, il faut un filet et une ligne de but. Nous ajoutons également un demi-cercle, appelé enceinte de but, pour protéger le gardien contre les blessures. Dans la plupart des cas, le gardien de but est le seul joueur autorisé à entrer dans l'enceinte de but. Maintenant que toutes les lignes sont tracées, mettons en évidence certaines sections clés de la glace. Tout d'abord, nous avons la zone neutre, également connue sous le nom de zone centrale. Le jeu commence dans cette zone. Lorsqu'un but est compté, l'anneau est rapporté dans le cercle de mise au jeu central pour reprendre le jeu. Chaque joueur sur la glace est autorisé à jouer l'anneau dans la zone neutre. Les zones aux extrémités de la glace sont appelées zones offensives ou défensives. L'équipe qui a l'anneau détermine le nom de la zone. Si l'équipe qui est en contrôle de l'anneau est dans la zone où se trouve son gardien de but, nous appelons cette zone la zone défensive. Si l'équipe qui a le contrôle de l'anneau est dans la zone où elle compte des buts, nous appelons cette zone la zone offensive. À l'exception du gardien de but de l'équipe offensive, tous les autres joueurs peuvent jouer l'anneau dans ces zones. En terminant, nous avons les zones à accès restreint. Les zones offensives et défensives ont une zone à accès restreint délimitée par une ligne de jeu libre. En général, seuls 3 patineurs et le gardien de but de l'équipe défensive peuvent jouer dans ces zones. Maintenant que nous comprenons la composition de la surface de la glace, nous allons explorer l'équipement requis pour les joueurs. Pour un patineur, l'équipement suivant est requis. 1. Casque, homologué CSA. 2. Protège-cou, certifié BNQ. 3. Gants. 4. Coudière. 5. Protection des hanches, du coccyx et du pelvis communément appelé gaine. 6. Protège-tibia. 7. Patin. 8. Bâton de ringuette. Le bâton d'un joueur doit passer sous son aisselle lorsqu'il se tient debout en patin. Tous les protecteurs doivent être portés sous les vêtements, pantalons, chandails. On ne s'attend pas à ce que l'officiel vérifie que l'équipement porté sous les vêtements est présent ou conforme aux règles. Pour le gardien de but, l'équipement requis est le suivant. 1. Casque, homologué CSA. 2. Protège-cou, certifié BNQ. 3. Plastron. 4. Gants. Par exemple mitaine ou gants attrapeurs. 5. Gants. Par exemple bloqueur. 6. Jambière de gardien. 7. Bâton de gardien. 8. Patin. Toutes les protections doivent être portées sous les vêtements, pantalons, chandails, à l'exception des jambières de gardien de but. À la ringuette, une mise au jeu est utilisée pour commencer le jeu au début de chaque période et après certains arrêts de jeu. Principalement les arrêts de jeu qui attribuent l'anneau à l'équipe attaquante. La mise au jeu est accordée à l'équipe visiteuse dans la zone neutre pour commencer le jeu. On alterne l'attribution de la mise au jeu entre l'équipe locale et l'équipe visiteuse au cours des périodes suivantes. Une remise du gardien de but remplace habituellement une mise au jeu de l'équipe défensive dans sa zone défensive. Lors d'une mise au jeu, l'anneau est placé au centre du demi-cercle le plus proche de l'enceinte de but de l'équipe qui bénéficie de cette mise au jeu. Tout joueur autorisé dans une zone peut effectuer la mise au jeu. Ce joueur est le seul qui peut entrer dans le cercle et il doit rester dans son demi-cercle jusqu'à ce que l'anneau soit complètement sorti. Au coup de sifflet, l'officiel sur la glace commence un décompte de 5 secondes. Le joueur a donc 5 secondes pour passer l'anneau, avec son bâton, entièrement à l'extérieur du cercle. Le joueur qui effectue la mise au jeu doit rester dans son demi-cercle jusqu'à la sortie de l'anneau. Il ne doit pas être le premier joueur à toucher ou contrôler l'anneau après la passe. La plupart des mises au jeu en zone de défensive sont remplacées par une remise de gardien de but. Les exceptions sont les suivantes. Blessure d'un joueur,
Pénalité, lorsque l'anneau quitte complètement la surface de la glace, ou si un temps d'arrêt est pris pendant l'arrêt du jeu. Dès que le gardien de but a le contrôle de l'anneau à l'intérieur de l'enceinte de but, l'officiel au filet doit siffler et commencer un décompte de 5 secondes. Pendant ce décompte, le gardien de but doit mettre l'anneau en jeu en le lançant, le frappant, le bottant légalement ou en le passant avec son button complètement à l'extérieur de l'enceinte de but. Le gardien de but ne doit pas être le premier joueur à toucher ou contrôler l'anneau après la passe. L'officiel sur la glace doit arrêter le jeu lorsque les règles ne sont pas respectées. Vous devez siffler pour arrêter le jeu dans les occasions suivantes. Un but décompté. L'anneau ne peut plus être joué, c'est-à-dire qu'il quitte la surface de jeu. Un joueur est blessé. Il y a une infraction ou une pénalité, et l'équipe fautive a, ou obtient, le contrôle de l'anneau. Il est essentiel que vous compreniez comment est défini le contrôle de l'anneau. On parle de contrôle quand un joueur a son bâton dans l'anneau. Un joueur propulse l'anneau avec son bâton ou donne des coups de pied ou de bâton à l'anneau. L'anneau s'immobilise dans l'enceinte du but. Un but est compté chaque fois que l'anneau franchit complètement la ligne de but et n'y touche plus, entre les poteaux de but, seulement si l'anneau est lancé dans le filet depuis n'importe quel sur la glace. L'anneau est lancé et dévié dans le filet par un joueur ou un officiel. L'anneau est botté légalement, frappé, puis dévié dans le filet par tout joueur autre que le gardien de but. L'anneau est dirigé dans le filet par un joueur défensif. Si un but est compté tel que discuté, mais qu'avant que l'anneau ne franchisse la ligne de but, l'équipe attaquante commet une infraction, par exemple à l'enceinte de but. L'équipe attaquante commet une pénalité. Un signal sonore se produit sur la glace pour n'importe quelle raison, ex. Sifflet, horloge ou chronomètre de tir. Le but est annulé. Les officiels sur la glace sont les seuls à pouvoir prendre cette décision, mais ils peuvent s'appuyer sur les officiels mineurs pour les aider à prendre une décision lors de moments critiques de la partie. Par exemple, lorsque le temps s'écoule et que le bruit de la foule empêche l'officiel d'entendre le signal sonore du tableau indicateur ou du chronomètre de tir. Lorsqu'un but est compté, l'officiel arrière, celui sur la ligne de jeu libre, doit aller signaler le but et les passes décisives aux officiels mineurs. Le but est crédité au dernier joueur de l'équipe offensive à avoir touché ou contrôlé l'anneau avant que celui-ci ne franchisse la ligne de but. Jusqu'à 2 passes décisives peuvent être créditées. Les passes décisives sont attribuées aux 2 joueurs, ou moins, qui ont touché ou contrôlé l'anneau immédiatement avant celui qui a compté le but et sans qu'aucun joueur adverse n'ait contrôlé l'anneau entre-temps. Les infractions sont des entorses au règlement qui peuvent faire en sorte que le contrôle de l'anneau passe d'une équipe à l'autre. Voici quelques exemples d'infractions. Enceinte de but. 4 dans la zone. Entre 2 ou anneau qui s'immobilise suite à un contrôle partagé. Signal sonore du chronomètre de tir. Le jeu doit être arrêté immédiatement lorsque l'équipe qui contrôle l'anneau commet une infraction. Si l'équipe qui ne contrôle pas l'anneau commet une infraction, l'un des 2 scénarios suivants se produit. Un décompte de 5 secondes commence. Le jeu est immédiatement arrêté si l'équipe en infraction prend le contrôle de l'anneau pendant ces 5 secondes. Remarque, le décompte des 5 secondes se termine plus tôt si l'anneau sort de la zone où l'infraction a eu lieu. L'infraction persiste, et si l'équipe en infraction prend le contrôle de l'anneau pendant ce temps, le jeu est immédiatement arrêté. Aucun patineur autre que le gardien de but ou un gbin ne peut pénétrer dans l'enceinte du but. Un anneau qui se trouve dans l'enceinte du but ou qui la touche est considéré comme étant dans l'enceinte et aucun joueur autre que le gardien de but ne peut le toucher ou le contrôler. Lorsque l'anneau touche à l'enceinte de but pendant qu'il est touché ou contrôlé par un joueur offensif qui effectue un lancer, il y a infraction à l'enceinte de but. Cela pourrait également mener à un but annulé. Il faut se rappeler que l'enceinte de but est un espace en 3D.
Même si elle n'est marquée que sur la glace, l'espace qu'elle délimite s'étend jusqu'au plafond. Chaque fois qu'un joueur patine à travers le demi-cercle, met son bras ou survole celui-ci de quelque façon que ce soit, il y a infraction. Cela dit, les joueurs défensifs passent souvent leur bâton dans les airs au-dessus de l'enceinte de but. Ceci est appelé un survol accidentel, et nous ne considérons pas ça comme une infraction. Les infractions à retardement de l'enceinte de but causent un décompte de 5 secondes qui ne commence que lorsque le patineur et l'anneau ont quitté l'enceinte de but. Sur cette photo, les anneaux 3, 4 et 5 sont considérés comme dans l'enceinte. 5 est complètement à l'intérieur de la zone de but. 3 est clairement sur la ligne. 4 touche à peine à la ligne mais est néanmoins en contact avec celle-ci et ne peut donc être joué que par le gardien de but. Une règle fondamentale de la ringuette est que l'anneau doit être passé de part et d'autre de chaque ligne bleue. Cette règle vise à encourager le travail d'équipe et à faire en sorte que tout le monde puisse jouer l'anneau. Il est important de noter que le dernier joueur qui a touché l'anneau avant que celui-ci ne franchisse une ligne bleue ne peut pas toucher ou contrôler l'anneau avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Il ne peut pas non plus empêcher un joueur adverse de piquer l'anneau en frappant son bâton avant qu'un joueur éligible ne réussisse à toucher ou contrôler l'anneau. N'oubliez pas que la ligne bleue est neutre. Cela signifie qu'elle est considérée comme étant dans les deux zones. Un anneau qui se trouve sur la ligne bleue ou qui la touche peut toujours être joué par le joueur qui l'a touché ou contrôlé en dernier, à condition qu'il ne soit pas le premier à le toucher ou à le contrôler lorsqu'il se trouve entièrement dans la zone suivante. En plus de ce que nous venons d'apprendre, la ligne bleue est également importante pour le gardien de but. Le gardien a la possibilité de lancer l'anneau depuis l'intérieur de son cercle à l'intérieur de sa zone défensive. Cependant, il ne peut pas lancer l'anneau au-delà de la ligne bleue. S'il le fait, une infraction empêche tous les joueurs son équipe de jouer l'anneau en zone neutre pendant les 5 secondes du décompte. Par contre, le gardien peut passer l'anneau de l'autre côté de la ligne bleue depuis son enceinte, à condition de le faire avec son bâton. Lorsqu'un gardien de but intérimaire, B, prend position dans l'enceinte, il ne peut en aucun cas passer l'anneau au-delà de la ligne bleue. Une équipe ne peut pas faire une passe directement de sa zone défensive à sa zone offensive. L'anneau doit être touché ou contrôlé en zone neutre avant de pénétrer dans la zone offensive. Si l'anneau est touché, mais pas contrôlé par un joueur non éligible, une infraction à retardement est signalée. Lorsque l'équipe admissible à jouer l'anneau touche ou contrôle finalement l'anneau, l'officiel sur la glace commence un décompte de 5 secondes. Si un joueur de l'équipe qui n'a pas le droit de jouer l'anneau tente de soulever le bâton d'un adversaire avant qu'un joueur admissible n'ait touché ou contrôlé l'anneau, une infraction à retardement est signalée. Lorsque l'équipe admissible à jouer l'anneau touche ou contrôle finalement celui-ci, l'officiel sur la glace commence un décompte de 5 secondes. Si l'anneau passe de la zone défensive à la zone offensive sans être touché, un joueur de l'équipe pouvant jouer l'anneau doit se diriger vers celui-ci sans tarder et le jouer dans un laps de temps raisonnable. Sinon, l'anneau pourra être joué par l'une ou l'autre des deux équipes. Il s'agit de notre première introduction aux responsabilités que les règles infèrent aux joueurs ou aux équipes. Un nombre limité de joueurs peut se trouver dans la zone à accès restreint au même moment. En général, chaque équipe ne peut compter que 3 patineurs dans cette zone. Une fois positionné, la responsabilité de l'officiel sur la ligne de jeu libre est de surveiller le nombre de joueurs de chaque équipe qui sont entrés dans la zone à accès restreint alors que l'anneau s'y trouve également. Lorsque l'officiel à la ligne de jeu libre constate que l'équipe qui contrôle l'anneau a trop de joueurs dans la zone réglementée, il siffle et signale la présence de 4 joueurs, ou 3, ou 5, c'est selon. Lorsque l'officiel à la ligne de jeu libre constate qu'une équipe qui n'a pas le contrôle de l'anneau a trop de joueurs dans la zone réglementée, il signale une infraction à retardement. Si les joueurs en surnombre sortent de la zone, l'officiel commencera un décompte de 5 secondes.
Si cette équipe prend le contrôle de l'anneau à tout moment pendant l'infraction et le décompte de 5 secondes, l'officiel arrêtera le jeu et signalera l'infraction. Exception lorsqu'une équipe a retiré son gardien de but, elle est autorisée à augmenter à 4 le nombre de patineurs qu'elle fait jouer dans l'une ou l'autre des zones à accès restreint. Lorsqu'une équipe purge de pénalités ou plus, elle ne peut pas faire entrer plus de 2 joueurs dans la zone à accès restreint de sa zone défensive. Elle peut toujours faire jouer 3 patineurs dans la zone à accès restreint de sa zone offensive. Il existe d'autres exceptions et nuances à cette règle avec lesquelles vous devrez vous familiariser au fil du temps. Cette situation peut devenir une pénalité ou un tir de pénalité dans certains cas. Les joueurs peuvent permuter à la ligne de jeu libre, c'est-à-dire qu'un joueur sort et un autre entre. Ils peuvent permuter légalement seulement quand les 2 patins du joueur qui sort touchent la ligne de jeu libre. Il est important que les règles de la ringuette créent un environnement qui donne la priorité à la sécurité des joueurs et qui permette au jeu de se poursuivre. Ainsi, chaque fois que l'anneau devient injouable ou qu'il devient dangereux de jouer, les officiels sur la glace doivent arrêter le jeu. Injouable ne signifie pas immobile. Cela signifie que le jeu a très peu de chances d'évoluer et que l'anneau soit passé à un autre joueur. Par exemple, les 2 équipes ont un bâton dans l'anneau et il est clair qu'aucune des 2 équipes ne gagnera cette bataille. Le porteur de l'anneau est immobilisé légalement sur le bord de la bande par ses adversaires et n'a aucun moyen de se sortir de là. Dans le cas de 2 bâtons dans l'anneau est attribué à l'équipe qui a été la deuxième à en prendre le contrôle. Si l'anneau est devenu injouable ou dangereux à cause d'un regroupement mais qu'il n'y a pas 2 bâtons ou plus dans l'anneau, celui-ci est attribué à l'équipe qui n'en avait pas le contrôle. Cette règle ne s'arrête pas là. Les checks de bâtons actifs jouent un rôle dans l'attribution de l'anneau. Vous pouvez en savoir plus en consultant votre livre règlement. La règle de l'anneau injouable implique une autre responsabilité pour les joueurs. Le porteur de l'anneau doit veiller à ce que l'anneau reste en mouvement de manière sécuritaire dans toutes les situations. Dans les parties utilisant les chronomètres de tir, les équipes n'ont que 30 secondes pour effectuer un lancer au filet ou perdre le contrôle de l'anneau. Par conséquent, un opérateur devra être présent pour opérer les 2 chronomètres de tir lors de la partie. Vous pouvez vous attendre à ce que l'opérateur soit responsable d'arrêter et partir les chronomètres et faire les resets ou remises à 30 secondes. Lorsque la sirène du chronomètre retentit, l'officiel au filet siffle pour arrêter le jeu et attribuer l'anneau à l'équipe qui n'en avait pas le contrôle à ce moment-là. Les pénalités punissent un comportement inapproprié, contraire au règlement ou qui met en péril la sécurité des autres. Les conséquences d'une pénalité sont un retrait du joueur au banc des pénalités ainsi qu'une infériorité numérique pour l'équipe fautive. De plus, et c'est important, les règles exigeant qu'au moins un patineur reste à l'extérieur de la zone à accès restreint défensive lorsque l'équipe est pénalisée, ce qui peut rendre le jeu défensif plus difficile. Il existe 7 types de pénalités à la ringuette. Nous allons maintenant les aborder par ordre d'importance. La pénalité mineure est la pénalité la plus courante à la ringuette. Elle entraîne un retrait de 2 minutes au banc des pénalités. Si un but est compté contre l'équipe pénalisée, la pénalité peut prendre fin en fonction d'autres facteurs. Les pénalités pour conduite antisportive sont infligées lorsque le comportement d'un joueur ou d'un membre du personnel va à l'encontre de l'esprit sportif. Cette pénalité donne lieu à un 2 minutes purgé entièrement. Les pénalités à purger entièrement, aussi appelées fermes, ne peuvent pas être annulées par un but. Les pénalités majeures sont infligées lorsqu'une pénalité mineure est commise de manière délibérée et agressive, ou de façon irréfléchie. La plupart des pénalités pour mise en échec donnent lieu à une pénalité majeure lorsque le contact se fait d'abord par derrière ou à la tête. Les pénalités majeures donnent lieu à 4 heures minutes à purger entièrement. Veuillez noter qu'il existe d'autres raisons pour décerner des pénalités majeures qui ne sont pas couvertes ici. Référez-vous à votre livre de règlement pour plus d'informations. Les pénalités de mauvaise conduite sont infligées en cas de comportement verbal indigne d'un joueur ou d'un membre du personnel de banc.
Ces pénalités sont généralement infligées lorsque ce comportement persiste au-delà de la conduite antisportive ou après qu'un avertissement pour ce comportement ait déjà été donné. Les pénalités de mauvaise conduite entraînent une expulsion de la partie et une pénalité de 2 heures doit être purgée entièrement par un coéquipier. Elles peuvent entraîner une suspension supplémentaire, mais cela dépend de votre association locale, régionale ou provinciale. Les pénalités de partie sont infligées pour des gestes faits dans l'intention de blesser. Elles peuvent également être infligées en cas de violence verbale excessive. Les pénalités de partie entraînent une expulsion du joueur et une pénalité de 4 heures doit être purgée entièrement par un coéquipier. Elles peuvent entraîner une suspension supplémentaire, mais cela dépend de votre association locale, régionale ou provinciale. Un lancer de pénalité est décerné principalement lorsque qu'un geste punissable a pour conséquence d'empêcher une occasion de compter un but. La joueuse fautive n'a pas de temps à purger au banc des pénalités, sauf si la pénalité en est une à purger entièrement. Lorsqu'un lancer de pénalité est appelé, l'équipe non fautive obtient une chance d'aller lancer au filet avec seulement le gardien de but comme adversaire. Pour plus de détails sur les situations qui mènent à un lancer de pénalité, consultez votre livre de règlement. Les buts accordés, aussi appelés buts automatiques, sont extrêmement rares, à tel point que vous n'en serez probablement jamais témoin. Ils sont accordés dans des cas spécifiques où une pénalité prive le joueur d'un but garanti. Vous pouvez en apprendre plus sur ces buts dans votre livre de règlement. Les pénalités mineures, mise en échec, plaquage contre la bande, assaut, double échec, retarder la partie, donner du coude, bâton élevé, retenir, accrocher, substitution illégale, obstruction, cingler, faire trébucher. Les détails complets de ces pénalités seront abordés lors d'un prochain stage. Mais vous pouvez en apprendre davantage à leur sujet dans votre livre de règlement. L'interdiction des contacts physiques violents est une philosophie fondamentale de la ringuette. Pause 0.5. Les pénalités pour mise en échec doivent être évaluées en fonction de l'impact qu'elles ont eu sur le jeu et des 4 principes suivants. Chaque joueur a le droit d'occuper tout espace vacant sur la glace. Chaque joueur a la responsabilité d'éviter tout contact physique. Un joueur peut se déplacer vers les espaces libres de la glace à condition qu'il n'entre pas en contact avec un adversaire et que les adversaires qui se déplacent aient la possibilité d'éviter les contacts. Nous parlerons souvent de ce principe comme du principe du temps et espace. Un joueur qui se déplace doit laisser suffisamment de temps et d'espace à son adversaire pour que les 2 joueurs puissent éviter tout contact physique. Un joueur en mouvement qui reconnaît une situation où un contact pourrait se produire doit tenter une action pour l'éviter. Un joueur qui reconnaît qu'un contact pourrait survenir ne peut pas le laisser survenir en espérant que son adversaire ait une pénalité. Au contraire, si l'officiel estime que celui-ci était conscient du contact à venir mais qu'il n'a rien fait pour l'empêcher, le joueur apparemment moins coupable pourrait se voir décerner une pénalité. Notre dernier sujet est la gestion des pénalités. Cette section traite de la manière dont les pénalités sont infligées, de leur impact sur le jeu et de quelques autres points. Comme on l'a déjà expliqué, les équipes jouent en infériorité numérique sur la glace pendant qu'elles purgent leurs pénalités. 2 joueurs maximum par équipe peuvent purger simultanément des pénalités. Les autres joueurs pénalisés doivent aller au banc de pénalités mais ne purgent leurs pénalités qu'après l'expiration de celle d'un de leurs coéquipiers. Lorsqu'une équipe a 3 joueurs ou plus au banc des pénalités, ceux-ci ne peuvent pas quitter le banc tant qu'il n'est pas légalement possible pour leur équipe d'avoir un 4e ou 5e joueur sur la glace. Pour ce faire, assez de pénalités doivent avoir été purgées. Par contre, s'il y a un arrêt de jeu, les joueurs qui ont fini de purger leurs pénalités peuvent quitter le banc légalement. Les pénalités mineures prennent habituellement fin lorsqu'un but est compté contre une équipe pénalisée. Par contre, si le nombre de joueurs pénalisés dans chaque équipe est le même, ou si l'équipe qui s'est fait compter un but a moins de joueurs pénalisés que son adversaire, aucune pénalité n'est annulée.
Si un lancer de pénalité doit être effectué, les officiels sur la glace doivent communiquer avec les deux joueurs concernés avant le lancer. Expliquez au lanceur qu'il commencera avec l'anneau et qu'il doit patiner directement vers le filet en s'assurant que son corps et l'anneau se déplacent toujours vers l'avant en direction du filet. Pendant ce temps, le gardien de but doit comprendre qu'il doit commencer dans l'enceinte de but et y rester jusqu'au coup de sifflet qui marque le départ du jeu. S'il commet une pénalité qui empêche un lancer au but, l'officiel accordera un but automatique au lanceur. Ceci conclut notre discussion sur les règles de base fondamentales de la ringuette. Je profite de l'occasion pour vous rappeler que cette vidéo est une introduction qui couvre le matériel qu'un nouvel officiel est censé apprendre et connaître lorsqu'il commence son parcours de développement. Il existe de nombreuses exceptions ou nuances au-delà de ce qui a été discuté aujourd'hui et il existe également d'autres règlements que nous n'avons pas abordés dans ce vidéo. Vous les apprendrez tout en temps voulu. Pour ceux d'entre vous qui regardent ce module vidéo dans le cadre de leur cours niveau 1, les prochaines étapes sont les suivantes. Assister à la formation niveau 1. Revoir le manuel du nouvel officiel, qui reprend une grande partie du contenu de cette vidéo et plus encore. Compléter l'examen du cours niveau 1. Allez arbitrer votre premier match. Bonne chance!